pouvez juste marcher dans la rue, c'est rigolo. Previously on Geek Fairies, épisode 1. Des irréductibles geeks ont décidé de libérer la toile engluée dans le monde de l'argent pour que souffle à nouveau l'esprit des pionniers du web. C'est au château de Celles-sur-Cher, situé à plus de 200 km au sud de Paris, qu'ils se sont donné rendez-vous à l'abri des médias et des sponsors. Bon alors maintenant, je vais vous jeter un Thomas dessus. Bon allez, il va tranquillement. Vas-y. Pendant 3 jours, près de 10 000 geeks féeriques échangent ici leurs données. Les obsédés d'histoire médiévale, de rétro gaming, de piratage informatique ou de loups-garous font causette jusqu'au bout de la nuit. Je suis forgeron, ferronnier d'art. Là, actuellement, je suis sur un porte-corne pour un client. Moi je suis rédacteur en chef de la Gazette du Sorcier. Le Spaceman que j'incarne, c'est un surhumain qui a été conçu génétiquement. Je voulais refaire le monde, maintenant je le refais. Chez les Geek Fairies, jouer à refaire le monde est une activité à plein temps. Depuis 2004, le blogueur de 35 ans Manuel Dorn, alias Corben, débroussaille la jungle du web à la recherche d'infos high-tech insolites. Invité à l'espace Mind Palace consacré au partage du savoir, Corben défend le droit de surfer en toute liberté. L'internet dont je ne veux pas, c'est un internet sur lequel je peux plus m'exprimer librement parce que faut payer très cher ou faut demander un agrément ou je sais pas, faut avoir une autorisation de quelqu'un, alors que là la magie d'internet c'est justement de pouvoir s'exprimer sans avoir besoin de demander l'avis de personne quand on fait ce qu'on veut. Né 2 ans après la naissance du Minitel, un lointain cousin du web, Corben devient vite accro à ce terminal. Diplômé d'un BTS informatique, son blog est lu chaque mois par plus de 2 millions d'internautes. Corben y écrit des articles sur la façon de fabriquer un iPhone pour la moitié de son prix d'achat, pour peu qu'on fasse le déplacement en Chine et qu'on soit bidouilleur. Ou encore comment hacker les réseaux sociaux. J'ai été contacté par un hacker qui m'a remonté donc une faille de sécurité et des données qu'il avait chopées. Moi j'ai fait juste mon boulot entre guillemets, j'ai fait un article dessus quoi. Et évidemment c'est allé assez loin parce que comme c'est Twitter, c'est les Américains, donc il dit les Américains, dit le FBI, comme le hacker en question avait hacké le compte je crois de Britney Spears et de Obama, forcément qui dit Obama dit on sort l'artillerie lourde, donc en fait comme ils n'avaient pas de piste pour choper le mec et que moi j'avais parlé du sujet, voilà, ils sont venus me cueillir moi pour me cuisiner. Ça s'est plutôt bien fini, mais bon c'est quelque chose que j'ai un peu mal vécu. La garde à vue ça dépend des gens, mais moi c'est pas quelque chose que j'ai bien vécu. Pour Corben, il est temps que les internautes se préoccupent de la confidentialité de leurs données. À chaque fois qu'on surfe, on laisse une trace, des datas qui, une fois exploitées, se transforment en pétrole numérique du 21e siècle. 80% de nos données personnelles seraient ainsi détenues par les 5 mastodontes de la toile, les GAFAM, pour Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. En marchandant nos informations, ces Big Brother du web menacent notre vie privée. Pour se protéger, Corben encourage l'anonymat et l'utilisation de moteurs de recherche qui ne tracent pas les internautes. J'imagine qu'en adoptant de plus en plus ce genre de services qui respectent la vie des internautes, la vie privée, les puissants, donc Google, Facebook, Microsoft, etc., vont se dire on perd des parts de marché, on perd des utilisateurs, donc on va adopter aussi nous ce respect de la vie privée, on va arrêter de demander nos données personnelles parce qu'on peut faire de l'argent autrement avec des publicités non traquées, enfin voilà, je fais confiance en leur imagination pour essayer à faire de l'argent avec autre chose que nos données personnelles. Pour les Geek Fairies, le virtuel n'est pas qu'un moyen de s'échapper, mais aussi une manière de rendre le réel plus fantastique. Cette année, ils étaient une trentaine à participer au concours de cosplay. Le gagnant a passé 1 an et demi à fabriquer son armure de plus de 13 kilos. Il incarne un soldat de l'espace issu du jeu de figurines Warhammer 40,000. Il y a différents clans et du coup tu vas pouvoir jongler avec les joueurs entre les clans et tu peux faire n'importe quel type. Dans la tente d'à côté, on redonne corps à ce qui a été dématérialisé par le web. Pendant quelques instants, ce garçon devient un livre parlant, tentant de faire partager sa passion pour une lecture. Le tour de magie est simple comme bonjour. Il suffit de choisir un recueil sur lequel est inscrit un titre et une heure de rendez-vous. On a des personnes qui peuvent devenir des livres. Elles partagent leur centre d'intérêt, leur passion avec n'importe quel festivalier dans un esprit convivial. Ils s'installent sur les bottes de foin et échangent pendant 15 minutes, une demi-heure. Je sais que certains sont restés accrochés pendant des heures.
Là, on est bien sûr à un bon boulet en pierre. Reprendre le contrôle de la technologie, qu'elle date de l'âge de la catapulte ou du circuit imprimé, fait partie des priorités des Geek Fairies. Dans l'esprit des makers, la bidouille est aujourd'hui une vraie alternative face aux forces obscures du commerce, à l'image de ce nano-ordinateur dont le prix varie entre 4 et 30 €, qui tient dans une main. Composé de nombreux ports, de mémoire vive, d'un processeur, on peut y connecter écran, souris et clavier. Ça a été un énorme succès planétaire. Tous les milieux du hacking s'en sont emparés. Parce que c'était une machine extrêmement simple à modifier, pas chère. Ça, c'est le cerveau central de la technique logicielle du festival. Moff, responsable de la technique informatique du festival, est un as de la récup. Ici, le serveur est d'occasion, les baies de stockage ont été récupérées dans un labo de recherche et les bornes Wi-Fi achetées en grande surface ont été hackées pour fournir un réseau au château. On remplace le firmware de base du système par une version libre. Donc dans ce cas-là, par exemple, un projet bien connu, c'est OpenWRT. Le code source est largement disponible, on peut le recompiler, on peut le remodifier à la volée. C'est du logiciel libre dans la pure veine du logiciel libre. Difficile à croire, mais avant d'être payant et fermé comme une huître, les logiciels étaient libres et gratuits comme l'air qu'on respire. Lorsque sont conçus les premiers ordinateurs, comme ici l'Univac au début des années 50, vendus à une quarantaine d'exemplaires, il faut alors une équipe de programmateurs pour les piloter. Les codes sources qui permettent de rentrer dans le cœur du programme sont ouverts, permettant d'améliorer le logiciel. Mais dans les années 70, avec l'avènement de l'ordinateur individuel, cet âge d'or prend fin. Des petits malins comme Bill Gates exigent l'interdiction de copier les logiciels ou de pouvoir les modifier. En 83, Richard Stallman s'arrache les cheveux. Mécontent du programme qui pilote son imprimante, il constate qu'il n'a pas le droit d'y toucher. Il lance alors le mouvement du logiciel libre et développe GNU, un système d'exploitation qui sera cette fois ouvert à tous, sans droit de propriété et customisable. Dans la foulée sera créé Linux, incarné par son mignon pingouin. L'activiste Richard Stallman en profite pour graver dans le marbre les 4 libertés fondamentales qui caractérisent le logiciel libre. La liberté de pouvoir utiliser le logiciel comme on veut, la liberté de pouvoir l'étudier parce que sa recette de cuisine, son code source va être ouvert et publié, la liberté de pouvoir le modifier si on a d'autres besoins et évidemment la liberté de pouvoir le diffuser. Chargé de communication au sein de l'association collaborative Framasoft, Pouillou veut dégoogliser Internet. Les libristes appellent à boycotter les services proposés par les GAFAM. À la place, ils proposent des versions dites éthiques comme Framasphère qui remplace Facebook. Leur slogan, la route est longue, mais la voie est libre. La prise de conscience est de plus en plus importante parce que justement, à un moment donné, là, ça franchit des limites incroyables. Et du coup, voilà, il y a de plus en plus de personnes qui viennent nous voir, qui viennent nous parler, qui se disent comment je fais, comment je m'éduque. Moi, je suis ravi d'entendre des personnes que j'ai vues il y a 3 ans qui n'y connaissaient rien et qui aujourd'hui vont aller éduquer d'autres personnes. Voilà. Parce qu'à un moment donné, quand on se rend compte de la libération, on n'a qu'une envie, c'est de la partager.